Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Secrets des Trianons. Nous allons découvrir ensemble la vie passionnante et pleine d'émotions d'une femme insolite, l'impératrice Joséphine. Comme à mon habitude, je pars au studio retrouver nos spécialistes et toi, tu restes au château. Qui aurait cru que de son île natale, la Martinique, elle serait un jour l'impératrice des Français? Comment cette femme de la noblesse a-t-elle fait pour faire chavirer le cœur du général Bonaparte? Pourquoi a-t-elle marqué son temps? Nous sommes dans le château de la Malmaison, avec Morgane d'ailleurs, qui est la conservatrice du château de la Malmaison. Alors Morgane, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier? Eh bien, en tant que conservatrice, je m'occupe de sauvegarder le patrimoine historique ainsi qu'à mettre en valeur le château. Nous trouvons ici de la scénographie ainsi que de la muséographie. Mais qu'entends-tu par la scénographie? Eh bien, ici, nous avons des pièces, des objets qui illustrent la vie de Joséphine et de Napoléon. Et qu'entends-tu par la muséographie? Eh bien, au premier étage, donc là où nous sommes, nous avons des vitrines qui peuvent illustrer une partie de ces collections. Donc c'est encore une autre manière de la découvrir. Avant de poursuivre notre visite dans le château de la Malmaison, si nous nous intéressions de plus près à ce que faisait Joséphine, mais avant de venir à la Malmaison, retrouve Mathilde au studio pour le savoir. Je suis aux côtés d'Alix, notre spécialiste des femmes sous la Révolution française. Alors Alix, où est née Joséphine? Eh bien, Joséphine est née en Martinique, aux Trois-Îlets, le 23 juin 1763, et par ailleurs, ses parents étaient planteurs de canne à sucre. Au sujet de la Martinique, j'ai entendu parler d'une diseuse de bonne aventure, quelque chose comme ça. Effectivement, Joséphine est bel et bien allée voir une diseuse de bonne aventure, et celle-ci lui prédit qu'elle serait plus que reine. Plus que reine? Ouais. Ah oui, et en plus ça va s'accomplir, donc c'est une sacrée prédiction. Mais peux-tu nous parler plus de son nom, de Joséphine de Beauharnais? En fait, quand on prononce ce nom, on fait une erreur. Parce que quand Joséphine est née, elle s'appelait à la base Marie Joseph Rose Taché de la Pagerie, de son nom complet, et Rose de son prénom usuel. En fait, c'est que quand elle partira à Paris pour se marier avec le vicomte Alexandre de Beauharnais, qu'elle prendra le nom de Beauharnais, et encore bien plus tard, quand elle se mariera avec Napoléon, en fait, qu'elle prendra le prénom de Joséphine, le fait étant que Bonaparte n'aimait pas le prénom de Rose. Ah, Bonaparte n'aimait pas? Non, il trouvait ça niais. Ah. Donc, en fait, il va prendre le féminin de son deuxième prénom, Ah mais oui, Joseph, qui va donner Joséphine pour la rebaptiser de ce prénom. d'accord. Mais tu m'as parlé d'un vicomte, quelque chose comme ça Alexandre de Beauharnais? Oui, c'est ça. Oui. Et bien, en fait, quand ils se sont mariés, alors au bout de 2 ans de mariage, déjà, ils ont eu 2 enfants. D'abord Eugène, puis Hortense. Sauf qu'au bout de ces 2 ans de mariage, ils se sont séparés. Ah, mais que lui est-il arrivé après sa séparation? En fait, il y a eu la Révolution. Et donc, cette Révolution, ça a été vraiment une grosse étape. Parce que déjà, elle va voir son mari emprisonné. C'est vrai? Et passe à la guillotine en même temps. Son mari? Oui. Elle aussi, elle va être emmenée en prison. Ah oui. Sauf qu'elle échappe à la guillotine parce qu'elle tombe malade. Donc ces gardiens de prison vont penser qu'elle va mourir d'elle-même. Sauf que heureusement, elle se rétablit et donc peut sortir de prison. Ah oui, donc là, sur ce coup-là, elle a vraiment eu de la chance. Mais comme tu me l'as dit tout à l'heure, elle s'est après mariée avec Bonaparte. Mais comment est-ce qu'elle l'a rencontré? Tout simplement dans des salons, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Et puis, donc Bonaparte, à chaque fois qu'il la voyait pour lui, il était tout rouge, en fait. Vraiment, c'était complètement l'amour fou, coup de foudre. Et puis, d'ailleurs, en fait, Joséphine, elle n'était pas tellement amoureuse de lui, mais elle reconnaissait en Bonaparte l'homme de puissance, qui mènerait à bien la prédiction qu'elle a eue quand elle était... par la diseuse de Bonaventure. Mais donc, en fait, c'était plus Napoléon qui était vraiment amoureux de Joséphine. Ouais. D'accord. Je me retrouve aux côtés de Salomé, notre historienne et spécialiste qui a écrit de nombreux ouvrages dont Joséphine et Napoléon, mais aussi aux côtés de Thomas, notre architecte et historien.
Alors, Salomé, je me demande en quelles circonstances Joséphine a-t-elle acheté la malmaison? Eh bien, Mathilde, Joséphine a acheté la malmaison pendant que Napoléon était parti en campagne d'Égypte. Du coup, elle l'achète seule, à crédit, le 21 avril 1799, pour 325 000 francs or 325 de 000 l'époque, francs. ce qui fait quand même une très grosse somme. Mais pour autant d'argent, Thomas, je me demande comment il était à l'achat. Eh bien, à la base, le château était moyenâgeux, hein. Donc, il était poussiéreux, il était fissuré. Et en plus, donc c'était pas vraiment une bonne affaire. Malgré les nombreuses rénovations à faire, hein, et le prix, bien sûr, eh bien, il répondait à toutes les attentes de Joséphine et de Napoléon, malgré son absence. Oui. Elle avait dû faire appel à 2 architectes de renom, Percier et Fontaine. Et pour la petite anecdote, eh bien, Joséphine ne cessera jamais d'agrandir le parc jusqu'à ce qu'il atteigne 726 hectares, qui est en fait la distance de Versailles à Saint-Cloud. Et actuellement, il n'en reste plus que 7. C'était vraiment énorme. Ah oui, non mais c'était vraiment phénoménal. Hein. C'est bien réduit au fil du temps. Percier et Fontaine ont fait beaucoup de travaux. Ils se sont inspirés de la tendance de l'époque néoclassique. Suite à la découverte de Pompéi, beaucoup de décors ressemblent aux fresques qui ont été découvertes. On est dans le vestibule où nous pouvons trouver des colonnes de marbre, je crois, Thomas. Eh bien, je t'arrête, Melchior, car en fait, ce sont juste des trompe-l'œil, car elles servent juste à renforcer, soutenir le premier étage. Ah, d'accord. Oui, parce que je crois que le marbre, il coûtait cher à l'époque. Hein. Bien oui, donc c'était un matériau de luxe et donc comme déjà le château coûtait très très cher, donc il fallait baisser un maximum les dettes. Est-ce que Napoléon, est-ce qu'il a apprécié d'abord l'achat de ce château? Non, car du coup, il a dû régler les dettes de Joséphine et 325 000 francs or de l'époque, ce n'est pas une petite somme. Et donc, du coup, il a dû écrire dans le Code civil que les femmes ne pourront acheter un bien qu'avec l'accord de leur époux. Ah oui, donc ça remonte de là-bas, ok. Oui, effectivement. Oui, donc comme l'a dit Thomas, oui, aussi, ça coûtait très cher. Très cher. Est-ce que Napoléon est resté longtemps? Est-ce qu'il s'est servi surtout de ce château? Eh bien, Napoléon il est resté en grande majorité pendant la partie du consulat. Et c'est de là qu'on retrouve ce décor très, très masculin, très militaire, notamment dans la salle du conseil. Joséphine lançait très régulièrement de nouvelles modes servant de modèle aux grands couturiers et bijoutiers de son époque. Adèle! Caroline! Elle était très suivie par ses contemporaines. Comme vous pouvez le voir, je me retrouve aux côtés de Margot et Sarah, nos 2 spécialistes que vous connaissez bien maintenant, pour nous parler de la mode et de la santé. Alors Margot, je vois que tu nous as apporté une robe, peux-tu nous en parler?
Oui, aujourd'hui, je t'ai et je vous ai apporté une reproduction d'une robe que portait Joséphine sous l'Empire. Comme tu peux le voir, le décolleté est prononcé. Il faut dire que Joséphine ne sortait jamais sans un châle et un bijou sur elle. Tu vois sur cette robe de la soie, du velours et de la mousseline. Donc ce sont des matières qui coûtent quand même assez cher. Oui, Joséphine a acheté plus de 500 paires de souliers en une année. Ah oui. Et un jour, Joséphine rencontra une servante et lui dit « Mais votre robe est magnifique ». La servante lui répondit « Mais c'est vous qui me l'avez donnée ». Joséphine a lancé de très nombreuses modes, elle était très suivie par ses contemporaines et pour les femmes de l'époque, Joséphine était une star et toutes ses robes étaient magnifiques. C'est quand même l'impératrice. Hein. Mais il y a un petit détail qui me chiffonne. Quand elle sourit, on ne voit jamais ses dents. Ça. Peut-être que Sarah, toi qui es notre historienne et médecin légiste, auteur de Joséphine et son sourire aux éditions Magnier, t'as une idée, je pense. Hein? Oui, effectivement, on peut voir que Joséphine ne sourit jamais avec ses dents. Donc il y a une raison, forcément, à ça. Quand elle était petite, elle mangeait beaucoup de canne à sucre. D'accord. Et donc vu que la canne à sucre, c'était sucré, elle avait les dents très abîmées, noires. C'était pas du tout joli quand même, ses dents, hein, parce que quand on mange beaucoup de canne à sucre et vu qu'il n'y avait pas de bonbons, l'état des dents après, c'est pas ça. Hein. Bah, merci beaucoup les filles. Il est temps de retrouver Melchior au château pour savoir ce qu'il a appris de plus. Je me dirige vers le salon de musique, où nous allons d'ailleurs retrouver Adèle, qui va nous parler des passions de Joséphine. Nous sommes dans le salon de musique où nous pouvons y trouver des tableaux, des sculptures et des instruments de musique. Adèle, que peux-tu nous en dire? Eh bien, je vais vous parler en premier des tableaux, car elle aimait beaucoup les tableaux. Au début, c'était juste pour la mode. D'accord. Puis, au bout d'un moment, elle a eu un déclic et elle a commencé à bien aimer. Le plus souvent, elle a eu des tableaux parce qu'on lui donnait. Mais aussi de manière beaucoup moins honnête. Comme quand Napoléon allait faire des batailles. Il entrait dans des châteaux et les dépouillait. Ah oui. Et il donnait les tableaux à l'impératrice. Tu nous parles des tableaux, mais je crois savoir qu'elle adorait aussi la musique, non? Exactement, d'ailleurs, elle jouait de la harpe. Et tous les jeudis, il y avait des concerts. Ah. Mais sa fille adorait encore plus qu'elle la musique. Donc elle a réussi à transmettre cette passion. Oui, exactement. Elle faisait du piano forte et avait composé beaucoup de musiques qui ont été assez connues. Peux-tu nous parler des fameuses collections d'antiquités? Eh bien, vu que Herculanum et Pompéi étaient très à la mode, elle acheta plusieurs vases, sculptures, etc. Est-ce que Joséphine lisait-elle beaucoup, comme c'était le cas pour un certain nombre de personnes à l'époque? Exactement. Elle aimait bien, avant de s'endormir, lire une histoire avec ses amis. Et mourir satisfait de son sort, elle à part du vôtre. Je ne sais point aimer l'un sans penser aux dépens de l'autre. L'égalité de voix. Merci Adèle de nous avoir fait découvrir les passions de Joséphine. Oui, mais il en manque une, très présente à la Malmaison et à Petite Malmaison. Laquelle? Eh bien justement, pour en savoir plus, allons voir Mathilde au studio. Bonjour Amélie. Bonjour Mathilde. Alors Amélie, toi qui es notre spécialiste scientifique plateau, que peux-tu nous dire sur cette mystérieuse passion? Eh bien, Joséphine aimait beaucoup l'histoire naturelle. D'accord. Mais qu'entends-tu vraiment par histoire naturelle? Eh bien, ce sont la botanique et puis la zoologie. Peux-tu nous parler dans un premier temps de la botanique? Donc, ce sont les plantes. Donc, elle avait d'abord des roses. Elle avait plus de 250 espèces de roses. Donc, elle avait des camélias, des mimosas, des pivoines et plein d'autres encore. Et sinon, elle avait des plantes exotiques et qu'elle faisait pousser dans une serre chaude. Donc, elle avait des bananes et des ananas parce qu'elle ne pouvait pas les faire pousser dans le froid. Donc, c'était vraiment une vraie passion, la botanique. Voilà. Et maintenant, peux-tu nous parler des animaux?
eh bien, elle avait aussi des animaux qui venaient de partout. Par exemple, elle avait des kangourous qui venaient d'Australie. Elle avait des vaches, des chevaux de trait, des gnous, une antilope et aussi des gazelles. Et donc, eh bien, Napoléon, eh bien, il nourrissait les gazelles avec du tabac. Et après, ce qui les rendait folles, donc elles allaient déchirer les robes des dames. Et puis comme Napoléon, c'était un petit coquin vraiment, et du coup après, il déchirait les robes et Napoléon riait beaucoup. C'était pas très cool pour les dames. Quand les bateaux revenaient d'excursions lointaines, eh bien, Joséphine était reconnue dans le monde de la science. Par exemple, il y avait des plantes, des animaux donc, qui allaient au musée d'histoire naturelle donc à Paris. Et donc après, elle pouvait récupérer soit des plantes, soit des animaux, donc notamment le cygne noir. Et puis elle avait aussi donc des oiseaux. Donc elle avait des cacatoès, Parce que Joséphine était une femme très cultivée. Voilà, elle avait vraiment une très grande culture générale. Et puis voilà, donc elle avait aussi des oiseaux des îles. Cette passion se retrouve jusque dans le mobilier et la vaisselle de l'impératrice. À la petite maison, on trouve également un parquet unique au monde avec des cabochons représentant des fleurs. Merci beaucoup Amélie. Nous allons maintenant aborder une période méconnue de la vie de Joséphine et pour cela, je laisse la place à Melchior. Je suis dans le salon doré aux côtés de Thomas et de Morgane pour y découvrir une Joséphine sous un autre regard. Thomas, peux-tu nous expliquer? En 1809, l'empereur Napoléon a divorcé de Joséphine. Celle-ci gardera son titre d'impératrice, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Il y aura donc 2 impératrices. Il faut savoir que Napoléon n'a pas divorcé de gaieté de cœur, et que pour la petite histoire, au moment où Joséphine a su que son mariage avec l'empereur était fini, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie? Oui, et certains prétendraient même qu'elle aurait fait semblant. Après la perte de son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Que va-t-elle devenir? Elle va conserver la malmaison où des transformations seront effectuées. Le décor notamment de la salle où nous nous trouvons actuellement sera intégralement refait. Regardez ici où dans cette pièce se trouvent les 2 décors, l'ancien et le nouveau. Oui, effectivement, nous avons décidé de montrer à nos visiteurs l'évolution du château. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de ce tableau qui nous a beaucoup aidés. Mais en quoi vous a-t-il aidé? Eh bien, figure-toi que ce tableau a été peint par Hector Vigée du Vigneaud bien après la mort de l'impératrice. Oui, c'est son petit-fils Napoléon III qui l'a commandé car il adorait sa grand-mère. C'est effectivement lui qui a commencé le premier les restaurations du château. Mais pour la petite histoire, cette scène n'a jamais eu lieu. Et pourtant, le tsar Alexandre Ier, qui est représenté ici, est bienvenu à la malmaison du temps de l'impératrice. Nous sommes dans la chambre à coucher où malheureusement l'impératrice est éteinte le 29 mai 1814 suite à, je crois, une fête à la malmaison. Tu fais erreur et beaucoup de personnes pensent comme toi. En fait, c'est lors d'une fête à Saint-Leu, c'est sa fille Hortense où elle attrapera effectivement froid. En effet, en faisant visiter le domaine de Saint-Leu au tsar Alexandre Ier, elle va tomber malade et son docteur Auro diagnostiquera un simple rhume, mais celui-ci évoluera en angine et 15 jours plus tard, elle mourra. Ah, d'accord. Je trouve ça bizarre de regarder ça pleurer. Comment cela s'est-il passé? Est-ce qu'elle était seule surtout?
Alors que le tsar Alexandre Ier est toujours à la malmaison, l'état de l'impératrice est jugé désespéré par son entourage. Ah oui. Il était vraiment désespéré. Donc que va-t-il alors arriver? Hortense va faire venir l'abbé Bertrand, le précepteur de ses enfants, pour lui administrer les derniers sacrements. Elle va d'ailleurs s'évanouir et c'est son frère Eugène qui lui annoncera la mort de leur mère. D'accord. Comment se dérouleront les funérailles après cette mort? Bah, il y a une autopsie qui sera pratiquée sur l'impératrice. Une autopsie? Oui. Non, ce n'est pas possible. Ah bah si, hein. On va faire comme si c'était une reine, donc je sais pas si tu te rappelles des salons de curiosité. Ah oui. Et bah on va faire un peu comme si c'était ça, et donc on va la placer, on va lui enlever ses viscères, et qu'on va mettre dans des urnes. Et ces urnes, elles vont être transportées avec son cercueil. Ah, donc si je comprends bien, à l'enterrement de l'impératrice, des hommes porteront le cercueil et d'autres les urnes. Voilà, exactement. D'accord. Où a-t-elle été enterrée? Bah à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, à Rueil-Malmaison. Bien sûr. Nous venons de découvrir l'impératrice Joséphine dans son intimité. Une femme haute en couleurs. Cette Martiniquaise de bonne famille, grâce à son intelligence, souleva la sympathie populaire. Icône de la mode, passionnée de zoologie et de botanique, elle écrira à son fils Eugène en 1810 « Les arts et la botanique seront mes occupations ». Je suis ravie d'être aux côtés de Clément, notre chef cuisinier. Alors Clément, que nous as-tu préparé? Alors aujourd'hui, je vous ai préparé des plats typiques de la table de Joséphine. Super. Alors il faut savoir que Joséphine avait un art de recevoir. En fait, elle prenait vraiment plaisir à faire découvrir de nouveaux plats à ses invités. Et à l'époque, il y avait donc des chasse-marées. En fait, c'était des diligences qui étaient tirées par des chevaux de trait. Ils partaient de Boulogne-sur-Mer pour apporter tous les matins du poisson frais à Paris. Donc par exemple, ici, je vous ai préparé une truite des mers accompagnée d'une sauce au champagne. Ah, une sauce au champagne. Parce que c'est vrai que là, on a pas mal de champagne, on boit du vin, l'alcool quand même. Hein. Alors oui, on buvait beaucoup à l'époque. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Joséphine a fait les premières cartes de vin. Ah oui. Voilà. Et les caves de la malmaison étaient d'ailleurs remplies de bouteilles de vin. Joséphine a aussi introduit 3 verres à sa table. Donc il y a le verre à eau, le verre à vin et le verre à liqueur. Comment se déroulaient les repas à l'époque? Alors les repas d'époque, au début, il y avait donc le service à la française. Oui. Donc c'était le buffet. Oui, voilà. Un peu piochait dedans. Voilà. Voilà. Où on est passé au service à la russe, donc avec une entrée, un plat et un dessert, un peu comme maintenant en fait. Voilà. En plus copieux, j'imagine. Hein. Oui, voilà. Et puis justement, Joséphine avait un orang-outan à sa table, donc elle était habillée. Ah oui, un orang. Et donc elle était habillée comme à la mode de l'époque. Et il était bien élevé? Très. C'est super ça. Je vous ai aussi préparé du foie gras. Voilà. Ah, du foie gras, d'accord. Juste parce que c'était la mode à l'époque en fait. Aussi donc. Ouais, on voit des légumes. Des légumes, oui, des fruits exotiques. Donc voilà, qui venaient de ces fameuses serres chaudes. Donc oui, elle allait chercher donc les ananas, toutes les bananes, enfin voilà. Et donc après qu'elle le mettait sur sa table. Ah, mais c'était... il venait de sa propre serre chaude. Ouais. D'accord, mais donc ils étaient vraiment très frais. Ouais. Bien, merci beaucoup Clément pour toutes tes informations gourmandes. Melchior nous rejoint pour vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée. Nous espérons que cela vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les dédales de l'histoire.
j'aimerais dire à tous ces jeunes élèves de CM2 qui ont à peu près 11 ans, eh bien, et j'en ai vu quelques-uns, puisque pendant la journée de tournage ici à Malmaison, j'aimerais d'abord les remercier, parce qu'au fond, c'est un hommage qu'ils me rendent d'une certaine manière, en faisant eux-mêmes un tournage pour une sorte de télévision comme cela, avec j'ai vu un présentateur, une présentatrice et une jeune fille qui parlait de la mode, et je trouve que ça me remplit de joie, parce que de penser que Secret d'Histoire crée des émules en quelque sorte. Donc je suis très heureux de voir que ces jeunes du CM2 à Rueil-Malmaison, d'abord apprécient le château de Malmaison qui leur appartient en quelque sorte, puisque c'est le patrimoine de la commune, et ensuite, eh bien qu'ils aient envie, je ne sais pas de m'imiter, mais en tout cas de marcher sur mes brisées. Et je suis très heureux d'avoir des successeurs. Donc voilà, dans quelques années, c'est promis, je vais vous laisser la place. Vous pourrez la prendre. Je ne demande qu'une chose, c'est que vous ayez la même passion, la même sincérité, et que vous ayez envie d'apprendre à d'autres jeunes à aimer l'histoire de France.